Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Jusqu'ici, nous avons parlé de peintres, d'enlumineurs, de mosaïstes, de créateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de ceux qui protègent ce que les créateurs ont fait, de ceux qui se battent depuis plus de 80 ans pour que les chefs-d'œuvre de l'humanité ne disparaissent pas dans les guerres, les catastrophes naturelles, le vandalisme idéologique ou la cupidité des trafiquants. Nous allons parler de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, une institution internationale qui est peut-être dans l'histoire de l'art l'acteur le plus important du XXe et du XXIe siècle. Non pas parce qu'elle crée de l'art, mais parce qu'elle crée les conditions pour que l'art survive. Son histoire est à la fois une histoire politique, née des cendres de la Seconde Guerre mondiale, une histoire d'aventures archéologiques spectaculaires, comme le déplacement des temples égyptiens d'Abou Simbel, une histoire juridique, la construction d'un arsenal de conventions internationales, et une histoire de combat permanent contre les pillards, les fanatiques et les catastrophes naturelles. Pour comprendre l'UNESCO, il faut remonter à la Seconde Guerre mondiale et à ce qu'elle a fait à l'Europe et au monde. En 1939 et 1945, la guerre a détruit des bibliothèques entières, pillé des musées, effacé des villes du patrimoine architectural mondial. Varsovie a été rasée à 85%. Le Blitz a ravagé Londres et Coventry. Le débarquement allié a endommagé des monastères italiens millénaires. Les nazis avaient organisé le pillage systématique des œuvres d'art des pays occupés. Des milliers de tableaux, de sculptures, de manuscrits avaient été confisqués et transférés en Allemagne. Et à mesure que la guerre avançait, une conviction se forgeait dans les esprits de nombreux dirigeants politiques et intellectuels. Les ententes politiques et économiques ne suffisent pas pour bâtir une paix durable. Il faut quelque chose de plus profond, un dialogue entre les cultures, une éducation partagée, une protection commune du patrimoine de l'humanité. Fondée le 16 novembre 1945, après la Seconde Guerre mondiale, l'UNESCO a été créée pour répondre à la ferme croyance des nations forgée par deux grandes guerres survenues en moins d'une génération, que les ententes politiques et économiques ne suffisent pas pour bâtir une paix durable. L'idée avait émergé dès la conférence des ministres alliés de l'éducation, tenue en 1942, durant laquelle les pays européens confrontés à l'Allemagne nazie avaient commencé à réfléchir à une reconstruction culturelle et éducative après la guerre. Elle s'est rapidement étendue et universalisée, aboutissant à la convocation d'une conférence des Nations Unies pour la création d'une organisation éducative et culturelle à Londres en novembre 1945, qui rassembla 44 pays. Cette conférence fondatrice de novembre 1945, tenue à Londres, dans un pays encore exsangue, pose les bases de l'UNESCO. Son acte constitutif commence par une phrase devenue célèbre. « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix. » L'organisation entre officiellement en vigueur le 4 novembre 1946 avec la ratification de son acte constitutif par 20 États membres. Son siège est établi à Paris, place de Fontenoy. Et dès ses premières années, elle se dote d'une mission explicite, protéger et promouvoir le patrimoine culturel de l'humanité sous toutes ses formes. La première grande action législative de l'UNESCO dans le monde de l'art et du patrimoine culturel intervient dès 1954. Et elle est directement inspirée par le traumatisme de la guerre qui vient de s'achever. La conscience croissante après les conséquences dévastatrices de la Deuxième Guerre mondiale, de la nécessité de protéger le patrimoine bâti en temps de guerre, fit adopter à La Haye en 1954 la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé. Cette convention, connue sous le nom de la Convention de La Haye, est le premier grand traité international spécifiquement dédié à la protection des œuvres d'art et du patrimoine culturel en temps de guerre. Elle établit pour la première fois un cadre juridique contraignant. Les États signataires s'engagent à ne pas attaquer délibérément les monuments historiques, les musées, les bibliothèques, les archives et les autres biens culturels de l'ennemi.
Elle crée le signe distinctif du bouclier bleu, un écuisson en forme d'écu bleu et blanc, destiné à identifier et protéger les biens culturels sur les champs de bataille. Cette convention introduisait le terme de bien culturel pour désigner une catégorie globale et homogène. Ce thème, apparemment technique, est en réalité fondateur. Il reconnaît que les œuvres d'art, les monuments, les livres et les archives ne sont pas de simples objets de décoration ou d'agrément, mais des biens appartenant à l'humanité entière, dont la destruction constitue un crime contre tous les peuples. La Convention de La Haye n'empêchera pas toutes les destructions patrimoniales des conflits ultérieurs, mais elle pose un principe qui ne cessera de s'approfondir et de s'étendre. Protéger la culture en temps de guerre est une obligation internationale, pas seulement un vœu pieux. Si l'UNESCO a gagné sa réputation mondiale dans les années 1960, c'est grâce à une opération qui reste à ce jour l'une des plus spectaculaires de l'histoire du patrimoine. Le sauvetage des temples d'Abou Simbel en Nubie égyptienne. Voici le contexte. Au début des années 1950, le gouvernement égyptien de Gamal Abdel Nasser décide de construire le grand barrage d'Assouan sur le Nil, un projet colossal destiné à maîtriser les crues du fleuve et à alimenter le pays en électricité. Le barrage créerait un immense lac de retenue, le lac Nasser, qui engloutirait sous plusieurs mètres d'eau une bande de territoire de plusieurs centaines de kilomètres le long du Nil. Et dans cette zone destinée à l'inondation se trouvaient certains des monuments les plus importants de l'Antiquité égyptienne, dont les 2 temples rupestres d'Abou Simbel, sculptés dans la roche il y a plus de 3000 ans sur ordre de Ramsès II. En 1959, les gouvernements égyptiens et soudanais ont demandé à l'UNESCO d'aider leur pays à la protection et à la sauvegarde des monuments et des sites voués à la disparition sous les eaux du lac. En 1960, le directeur général de l'UNESCO a lancé un appel aux États membres afin d'organiser une campagne internationale pour la sauvegarde des monuments de Nubie. Cet appel marque une date particulièrement importante dans l'histoire de l'UNESCO. Il ouvre la campagne internationale pour la sauvegarde des sites et monuments de Nubie qui durera 20 années et s'achèvera le 10 mars 1980 avec un succès complet. Ce qui fut accompli entre 1960 et 1980 tient du prodige. La campagne a consisté à déplacer et reconstruire 22 monuments de Basse-Nubie, région située à cheval sur le sud de l'Égypte et le nord du Soudan. Elle est décrite par le courrier de l'UNESCO comme la plus grande opération de sauvetage archéologique de tous les temps. Pour les 2 grands temples d'Abou Simbel, la solution retenue fut de les découper en blocs numérotés et de les reconstruire, bloc par bloc, 65 mètres plus haut sur la falaise, hors de portée des eaux. Les 4 colosses de Ramsès II qui ornaient la façade du grand temple, chacun haut de 20 mètres, furent découpés à la scie et réassemblés avec une précision millimétrique. L'intérieur du temple fut reconstitué à l'identique, de sorte que les jeux de lumière qui, 2 fois par an, pénétraient jusqu'au fond du sanctuaire pour illuminer les statues des dieux, soient préservés. Cette opération est illustrée par des images du site archéologique d'Abou Simbel et du chantier de son déplacement et de sa reconstruction, avec notamment les discours d'André Malraux au cours de la séance solennelle du 8 mars 1960, marquant l'ouverture de la campagne. André Malraux, alors ministre français de la Culture, fut l'un des défenseurs les plus éloquents de l'opération, et son discours appelant la communauté internationale à se mobiliser pour sauver ces temples qui appartiennent à tous les hommes, reste l'un des textes les plus beaux jamais prononcés sur le patrimoine de l'humanité. Suivi d'autres campagnes de sauvetage archéologique et architectural, Venise, Athènes, Mohenjo-Daro, Fès. Ce succès international sans précédent se traduit en 1972 par la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de l'UNESCO. Le 4 novembre 1966, une catastrophe d'une ampleur inédite frappe le nord de l'Italie.
des pluies torrentielles provoquent des inondations d'une violence exceptionnelle. Florence est submergée, les œuvres des offices et de la Bibliothèque nationale sont partiellement détruites, des milliers de livres et de tableaux endommagés, et Venise, la fragile cité des Doges, posée sur des pilotis de bois et noyée sous presque 2 mètres d'eau salée. Les dommages ont été immenses. Aux pertes cruelles de vie humaine et aux dégâts matériels sont venus s'ajouter les détériorations de milliers d'œuvres d'art. Le mauvais état de conservation du patrimoine de la cité des Doges est alors apparu aux yeux de la communauté internationale. La conférence générale de l'UNESCO, alors en session, prit la décision par la voix de son directeur général René Maheu de lancer un appel à la solidarité internationale. La réponse internationale est immédiate et massive. Des dizaines d'organisations privées, de gouvernements et d'institutions culturelles se mobilisent. Des restaurateurs du monde entier convergent vers Venise pour sauver les fresques, les tableaux, les sculptures endommagées par l'eau et la boue. 30 ans plus tard, le bilan des réalisations est, d'un avis unanime, un succès tant sur le plan de la réalisation technique que sur celui de la coopération internationale. La campagne pour Venise est importante pour une raison qui dépasse le seul cas vénitien. Elle démontre que la mobilisation internationale pour le patrimoine peut fonctionner, que des dizaines de pays peuvent travailler ensemble pour sauver un héritage commun, et elle nourrit directement les discussions qui aboutiront 6 ans plus tard à la Convention de 1972. Le 16 novembre 1972, à Paris, lors de la 17e session de la Conférence générale de l'UNESCO, est adoptée la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. C'est l'un des textes juridiques les plus importants de l'histoire culturelle de l'humanité. L'idée de concilier la conservation des sites culturels et celle des sites naturels vient des États-Unis. Une conférence à la Maison-Blanche à Washington en 1965 avait demandé la création d'une fondation du patrimoine mondial qui stimulerait la coopération internationale afin de protéger les lieux, les paysages et les sites historiques les plus extraordinaires pour le présent et l'avenir de toute l'humanité. En 1968, l'Union internationale pour la conservation de la nature a formulé des propositions analogues. Ces propositions furent présentées à la Conférence des Nations Unies sur l'environnement humain à Stockholm en 1972. Finalement, toutes les parties concernées se sont mises d'accord sur un texte unique. La caractéristique la plus originale de la Convention de 1972 est de réunir dans un même document les notions de protection de la nature et de préservation des biens culturels, reconnaissant ainsi l'interaction entre l'être humain et la nature et le besoin fondamental de préserver l'équilibre entre les deux. La Convention crée 2 instruments essentiels. D'abord, la notion de valeur universelle exceptionnelle. Ces 3 mots qui définissent ce qu'est un bien du patrimoine mondial, quelque chose qui transcende les frontières nationales et appartient à l'humanité entière. Ensuite, la liste du patrimoine mondial, le registre officiel des sites reconnus comme ayant cette valeur universelle exceptionnelle et dont les États signataires s'engagent à assurer la protection et la conservation. En février 2025, 196 pays sont signataires de la Convention. C'est l'un des traités internationaux les plus largement ratifiés de l'histoire. Preuve que l'idée du patrimoine commun de l'humanité a résonné dans le monde entier, au-delà des clivages politiques et idéologiques. La première liste du patrimoine mondial est adoptée en 1978. Elle comprend 12 sites, dont les Galapagos, les grottes de Lascaux, la vieille ville de Quito et la cathédrale de Chartres. Aujourd'hui, la liste compte plus de 1200 biens répartis dans 168 pays. Pendant que l'UNESCO construisait son système de protection du patrimoine mondial, elle menait en parallèle un autre combat, moins spectaculaire mais tout aussi crucial, la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Car, entre les grandes opérations de sauvetage et les inscriptions sur la liste du patrimoine mondial, il existe un problème quotidien, permanent, d'une ampleur économique considérable. Le vol, le pillage et le commerce clandestin d'œuvres d'art et d'objets archéologiques. Des fouilles illégales saccagent chaque jour des sites archéologiques dans le monde entier.
des objets volés dans les musées et dans les églises se retrouvent dans le marché de l'art international. Des antiquités arrachées à leur contexte sont vendues à des collectionneurs qui parfois ignorent et parfois feignent d'ignorer leur provenance illicite. La lutte contre le trafic illicite de biens culturels entre dans le mandat de l'UNESCO qui a adopté en 1970 une convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels. Le vol, le pillage et le trafic illicite des biens culturels sont des crimes. Ils dépossèdent les peuples de leur histoire et de leur culture. Ils fragilisent la cohésion sociale sur le long terme. Ils alimentent le crime organisé et contribuent au financement du terrorisme. On estime que le trafic illicite de biens culturels représente chaque année entre 3,4 et 6,3 milliards de dollars dans le monde. C'est le troisième trafic illicite mondial après la drogue et les armes. La Convention de 1970 oblige les États signataires à inventorier leur patrimoine, à contrôler les exportations d'œuvres d'art et à coopérer pour le retour et la restitution des biens illicitement exportés. Elle a servi de base à d'innombrables procédures de restitution d'objets pillés et a directement inspiré le grand débat contemporain sur la restitution des œuvres africaines conservées dans les musées européens. La Convention de 1972 a créé un autre instrument capital, la liste du patrimoine mondial en danger. Ce registre, distinct de la liste principale, recense les biens du patrimoine mondial dont la conservation est menacée par des causes graves et spécifiques, qu'elles soient naturelles ou humaines. Y figurait est à la fois un signal d'alarme et un appel à l'aide internationale. Les sites inscrits sur cette liste bénéficient d'une attention accrue, de financement d'urgence et d'un soutien technique de l'UNESCO et de la communauté internationale. Parmi les sites qui y ont figuré ou y figurent encore, les lagunes de Venise, menacées par la montée des eaux et le tourisme de masse, les temples d'Angkor au Cambodge, pillés et endommagés par des décennies de guerre civile, le vieux Jérusalem et ses remparts, les centres historiques de Zabid au Yémen et de Djenné au Mali, victimes de conflits armés, ou encore le parc naturel de Virunga en République démocratique du Congo, refuge des derniers gorilles de montagne. Dans certains cas dramatiques, l'inscription sur la liste en danger n'a pas suffi à empêcher la destruction. Le cas des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan en est l'exemple le plus douloureux. La destruction des Bouddhas de Bamiyan par les talibans en Afghanistan en 2001 a représenté l'éradication d'une manifestation culturelle. Malgré les appels internationaux, malgré les protestations de l'UNESCO et de la communauté mondiale, les deux colosses sculptés dans la falaise entre le IIIe et le Ve siècle, les plus grandes statues de Bouddha debout au monde, ont été dynamités et réduits en poussière en mars 2001 par idéologie pure. Ce fut un choc profond pour le monde du patrimoine et la démonstration que la destruction culturelle peut être une arme politique délibérée. En 2015, l'État islamique a procédé à des destructions similaires à Mossoul, en Irak, et à Palmyre, en Syrie, brisant les collections du musée de Mossoul, rasant le temple de Bel à Palmyre, assassinant Khaled al-Assad, l'archéologue qui avait consacré sa vie à la protection de ces sites. La réponse de l'UNESCO a été immédiate. Condamnation, plan de reconstruction, mobilisation internationale, mais elle ne pouvait pas effacer les pertes. Jusqu'au début du XXIe siècle, la protection du patrimoine par l'UNESCO se concentrait essentiellement sur les biens matériels, les monuments, les sites archéologiques, les œuvres d'art tangibles. Mais une réflexion grandissante pointait vers une lacune fondamentale. Que faisait-on des traditions vivantes, des savoirs oraux, des musiques, des danses, des artisanats, des rituels, ces formes de patrimoine qui n'existent que dans les corps et les mémoires des êtres humains et qui disparaissent avec eux?
L'action la plus importante entreprise par l'UNESCO en 1972 avait renforcé l'identification du patrimoine culturel avec le patrimoine matériel en limitant sa portée aux monuments, aux groupes de bâtiments et aux sites. Cette limitation était volontaire, mais elle laissait de côté une dimension essentielle de la création humaine. En 2003, l'UNESCO adopte la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Une révolution douce dans l'histoire de la protection du patrimoine. Cette convention reconnaît comme patrimoine de l'humanité les pratiques, les représentations, les expressions, les connaissances et les savoir-faire transmis de génération en génération et recréés en permanence par les communautés. La liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité comprend aujourd'hui des centaines d'éléments d'une diversité extraordinaire. Le flamenco espagnol, le tango argentin et uruguayen, la calligraphie arabe, le savoir-faire du vitrail, l'art du mbouti au Congo, la cuisine gastronomique française, la médecine traditionnelle coréenne, les cérémonies de Chambayaka en Afrique centrale, et bien d'autres, depuis la fabrication de la dentelle jusqu'aux techniques de construction des maisons en torchis du Sahel. L'UNESCO du XXIe siècle fait face à des défis que ses fondateurs n'avaient pas tous anticipés. Le tourisme de masse est l'un des plus délicats. La popularité des sites du patrimoine mondial, directement liés à leur inscription sur la liste, génère une fréquentation qui peut mettre en danger leur conservation. Venise accueille plus de 30 millions de visiteurs par an. Les grottes de Lascaux, dont les peintures préhistoriques datent d'environ 17 000 ans, ont dû être fermées au public dès 1963, remplacées par des répliques, parce que le souffle et la chaleur des visiteurs faisaient proliférer des champignons sur les parois peintes. La montée des eaux menace les sites côtiers et insulaires. Le changement climatique accélère l'érosion des falaises, la désertification des paysages, la fonte des glaciers qui constituent eux-mêmes des paysages patrimoniaux. La numérisation est devenue un outil de préservation majeur. Des projets de numérisation en 3 dimensions permettent aujourd'hui de documenter des sites avec une précision centimétrique, de sorte que si un monument était détruit, sa reconstruction serait théoriquement possible à partir des données numériques. Certains sites détruits, comme les Bouddhas de Bamiyan, font l'objet de projets de restitution virtuelle, permettant au moins de les revivre dans des espaces numériques. Et le grand débat contemporain, la restitution des œuvres africaines et coloniales conservées dans les musées occidentaux, engage directement l'UNESCO dans une réflexion sur ce que signifie patrimoine de l'humanité quand ce patrimoine a été pris à une partie de l'humanité par une autre. En 80 ans d'existence, l'UNESCO a profondément transformé la façon dont le monde pense et protège son patrimoine culturel et artistique. Elle a imposé dans le droit international l'idée que certaines œuvres et certains lieux appartiennent à l'humanité entière et que leur protection est une responsabilité collective. Elle a sauvé des monuments que des inondations, des guerres ou le développement économique auraient engloutis. Elle a construit un arsenal juridique qui, même imparfait, est le seul cadre contraignant à l'échelle mondiale pour la protection du patrimoine. Elle a aussi changé notre regard sur ce qu'est le patrimoine en l'élargissant des monuments aux paysages naturels, puis aux traditions vivantes, au savoir immatériel, aux pratiques culturelles de toutes les civilisations, en affirmant que la musique d'un village malien, la recette d'un plat mexicain ou la technique d'un potier coréen méritent autant d'attention que les cathédrales gothiques ou les temples grecs. Et elle a posé une question qui reste au cœur de toutes ces actions. À qui appartient le patrimoine? À la nation qui l'a produit? À l'humanité qui en hérite? Aux communautés vivantes qui le pratiquent et le transmettent? La réponse de l'UNESCO est toujours la même. À toutes et à chacun. Ce n'est pas une réponse simple, mais c'est peut-être la seule honnête. Avant de nous quitter, voici une question pour vous. L'UNESCO classe des sites, des monuments, des pratiques comme patrimoine de l'humanité.
leur donnant une reconnaissance internationale et une protection. Mais pensez-vous que cette institutionnalisation du patrimoine change quelque chose à la façon dont nous le vivons? Est-ce qu'un temple, un château ou une tradition musicale gagne ou perd quelque chose quand il est labellisé, protégé, mis sous vitrine internationale? La réponse la plus honnête est peut-être que le label sauve et qu'il fige un peu, qu'il protège et qu'il transforme en objet de tourisme ce qui était une pratique vivante. Que la mémoire a besoin de gardiens, mais que les gardiens ne doivent jamais oublier que ce qu'ils gardent était vivant avant d'être classé. Merci infiniment de m'avoir écouté, prenez soin de vous et à très bientôt.